Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour votre nouvelle émission Normandie Politique. Pendant 30 minutes, une personnalité politique locale répond à nos questions en lien avec les préoccupations des Normands. Lui, il cultive la discrétion depuis son départ de Matignon. Il aime réfléchir et prendre de la hauteur tout en dirigeant la plus grande ville de Normandie. Le maire du Havre, Édouard Philippe, est notre invité. Au programme, votre regard sur les grèves contre la réforme des retraites, la transition énergétique engagée au Havre. Nous reviendrons sur le nouveau visage de la ville. Et puis, qu'est-ce que les Havraises et les Havrais pensent de leur maire? Nous les avons interrogés pour aborder une série de questions un peu plus personnelles. Nous évoquerons aussi les nombreux témoignages que vous avez reçus concernant votre maladie. Normandie Politique, épisode 1 avec Édouard Philippe. C'est parti. Bonsoir Édouard Philippe. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation et d'inaugurer donc cette émission. À mes côtés pour vous interroger, Marie-Charlotte Nouvelon, chef des informations à BFM Normandie. On va commencer par l'actualité dans notre région justement. La mobilisation contre la réforme des retraites, des blocages mardi à l'entrée du Havre et sur la zone industrielle, plus de 13 000 personnes dans les rues le 31 janvier. Vous avez dit que vous n'avez jamais vu une manifestation aussi massive. On ne va pas revenir sur le fond de la réforme, vous vous êtes déjà exprimé notamment sur BFM TV à ce sujet. Mais cette opposition, est-ce que vous la comprenez? Moi, je la constate. Et il faudrait être aveugle pour ne pas la constater. Elle est massive, c'est vrai. J'ai dit, parce que c'est un fait, que je n'avais pas, depuis 21 ans, 22 même, que je suis élu au Havre, vu des manifestations mobilisant autant de Havraises et de Havrais. Donc c'est un fait qu'il faut évidemment prendre en compte. Alors, moi, j'ai dit que j'étais favorable à la réforme. Je suis favorable à la réforme. Je pense qu'elle est nécessaire. Et je pense qu'il faut que le débat parlementaire, il a lieu en ce moment, puisse, dans toute la mesure du possible, intégrer les remarques. Moi, vous savez, je suis peut-être un vieux schnock, mais je fais confiance au débat parlementaire. Je pense que dans le pays, il y a des discussions, il y a un débat, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Bon, ce débat, il doit avoir lieu chez nos représentants à l'Assemblée nationale, qui doit tenir compte de tout ce qui sera dit pour finalement faire un bon texte. Et un bon texte pour moi, c'est un texte qui fait à la fois l'équilibre du système, parce qu'il est indispensable, qu'il est nécessaire. Je dis pas que c'est agréable, mais je pense que c'est nécessaire. Et puis peut-être prendre en compte des nouvelles mesures qui permettent de corriger des injustices flagrantes. Et si c'est ça, ce sera très bien. Le débat parlementaire, justement, certains députés dans votre camp sont toujours indécis. On a eu Jérémy Patrier-Létus qui est toujours... Vous verrez, dès que le texte, comme le texte prévoit plus de prospérité et plus de justice grâce à plus de travail, je pense que l'ensemble des députés Horizon sera au rendez-vous. Vous avez eu des contacts avec eux? Vous échangez avec eux? Moi, je vous dis ce qu'il en est. Je pense que tout le monde a compris que la nécessité du texte et la philosophie dans laquelle nous nous inscrivions. En 2019, c'est vous qui portiez la réforme des retraites. La mobilisation au Havre, elle était déjà très importante. Elle était partie pour s'inscrire sur la durée. Il y a le Covid qui est arrivé. Une nouvelle journée de grève samedi. Est-ce qu'on peut s'attendre à une mobilisation aussi importante avec des familles? Peut-être on sera un jour de week-end. Je ne suis pas devin, mais je pense qu'il y aura une mobilisation importante. Oui, tout indique qu'il devrait y avoir une mobilisation importante. C'est ce à quoi je m'attends. Dans l'actualité également, un gros procès qui s'est ouvert la semaine dernière à Douai, celui d'un vaste trafic de cocaïne au Havre. La drogue et la sécurité sur le port, ce sont des sujets qui reviennent souvent à votre échelle de maire. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette situation ? D'abord, j'en parle peu, non pas que le sujet ne soit pas important, il est très important, mais on parle là de questions qui sont relatives à la sécurité portuaire, au contrôle des marchandises portuaires, et donc c'est une compétence qui revient exclusivement au port et à l'intérieur du port à l'État. Et donc moi, à l'intérieur du port, le pouvoir du maire du Havre, il est non existant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je prends ça très au sérieux, parce que c'est un sujet très sérieux. C'est une menace sur les hommes qui travaillent au sein du port qui est réelle. Et ça a un impact extrêmement négatif pas simplement sur le Havre, mais sur l'ensemble du pays. Donc je prends ça très au sérieux. J'ai eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois avec le ministre de l'Intérieur, qui lui aussi prend ça très au sérieux. Et le port du Havre a mis en place des instruments qui permettent d'accroître sa sécurisation, de lutter de plus en plus efficacement contre les trafics.
On constate aussi une augmentation des saisies. Alors vous savez, quand vous augmentez les saisies, c'est à la fois parce que vous êtes plus déterminé à augmenter les saisies, mais aussi probablement parce qu'il y a plus de flux, si j'ose dire. En tout cas, je sais que ce sujet est pris très au sérieux par l'ensemble des acteurs portuaires, pas simplement par les douanes ou par les services de police et de justice, mais par l'ensemble des acteurs portuaires. Et j'espère que, au fur et à mesure des investissements, au fur et à mesure des nouvelles méthodes de travail, on réussira à lutter contre ce fléau. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle au Havre? Parce que le Havre est un grand port qui se développe. En réalité, c'est un fléau qui concerne tous les ports extrêmement actifs d'Europe. C'est vrai à Anvers, on le sait, c'est vrai à Rotterdam. Dans tous les ports d'Europe où le trafic de marchandises est important, cette question se pose. Mais justement, est-ce que ça ne nuit pas à l'attractivité du port? Non, puisque justement, ça se pose dans tous les ports. Vous voyez, donc c'est pas du tout une question d'attractivité. C'est parce que le Havre est un grand port qu'il y a en effet ces trafics. À Anvers, qui doit faire à peu près 4 fois la masse de trafic du Havre, eh ben, le problème, il est encore plus important. Donc je ne crois pas du tout que ce soit une question pour la réputation ou pour l'attractivité du port. Je pense qu'en réalité, c'est un sujet extrêmement sérieux, que nous prenons très au sérieux et sur lequel l'ensemble des ports européens doivent avoir une action très déterminée. L'incendie survenu chez Bolloré Logistique à Grand Couronne le 17 janvier a relancé les inquiétudes après déjà Lubrizol sur la sécurité industrielle. Des sites Seveso, la zone industrielle au portuaire du Havre n'en manque pas. On va voir la carte, 17 installations classées seuil haut. Cette industrie, c'est forcément un atout économique majeur pour le Havre et son agglomération. Mais est-ce que vous comprenez que les gens puissent être inquiets? Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens qui peuvent être inquiets? Mais je comprends parfaitement que les gens puissent être inquiets et c'est pas un sujet qui doit être pris avec des involtures. Il faut évidemment être très concentré. La sécurité industrielle, la sûreté et la sécurité industrielle, c'est des sujets très sérieux et on les prend très au sérieux. Et si j'ose dire, on les prend au Havre très au sérieux parce que justement, on sait qu'on est un territoire industriel et on le revendique d'ailleurs. On se bat pour que l'industrie puisse venir s'installer chez nous. Donc on est un territoire très industriel, on le revendique et parce qu'on l'est et parce qu'on le revendique, on a organisé les choses de façon à se prémunir au maximum contre les risques associés au fonctionnement de l'industrie. Et j'insiste là-dessus. On a mis en place, et quand je dis on a mis en place, c'est l'ensemble du territoire, c'est pas simplement le maire du Havre, et ça avait commencé sous Antoine Ruffnac, c'est-à-dire avant moi. Donc, mais on a mis en place des documents, on appelle ça les PPRT, Plan de prévention des risques technologiques, avec des systèmes de gestion qui sont intégrés au Havre et qui sont assez uniques en France, avec peut-être, je le dis peut-être parce qu'il faut être assez humble sur ces sujets, une culture du risque qui est plus affinée chez nous qu'elle ne peut l'être ailleurs, avec aussi des facilités liées au fait que la zone industrielle au portuaire elle est relativement compacte, même si elle est vaste, elle est relativement compacte, et donc elle permet de mettre en place des mécanismes d'alerte, des mécanismes de gestion plus homogènes, plus unifiés, on va dire, que dans d'autres endroits de France où elle se présente autrement. Donc on prend ça très au sérieux. Il y a à la communauté urbaine du Havre un vice-président en charge de la prévention des risques technologiques et qui prend cette tâche extrêmement au sérieux, le maire de Gonfreville-Lorcher, et on essaie collectivement avec les acteurs industriels, ça ne peut pas se faire sans eux, avec les élus, avec l'ensemble des acteurs du système, de diffuser une culture du risque, c'est-à-dire d'expliquer aux élus ce qu'ils doivent faire lorsqu'il peut y avoir un accident qui se produit, d'augmenter les investissements pour limiter le risque au sein des industries. Nous avons même, dans le cadre du PPRT, et je le dis parce que c'est une décision que nous avions prise, toutes couleurs politiques confondues. Je l'avais discuté avec le maire de Gonfreville-Lorcher de l'époque, le député Jean-Paul Lecoq. Nous avons fait en sorte de trouver les solutions pour que les travaux à réaliser chez les particuliers, dans la commune de Gonfreville-Lorcher singulièrement, puissent être pris en charge à 100%. Donc on est très attentif à ça, et il faut être très attentif à ça. C'est des sujets sérieux. Et ben on passe tout de suite au focus de Normandie Politique. C'est un sujet qui préoccupe bon nombre de personnes. On a décidé de s'arrêter sur les enjeux et les dossiers havrais qui entourent la transition énergétique. Le terminal méthanier, d'abord, Édouard Philippe, qui doit entrer en service en septembre sur le port du Havre pour importer du gaz naturel liquéfié. Projet controversé qui fait notamment réagir les écologistes. Je vous propose d'abord d'écouter le député européen David Cormand. Il est normand, il est opposé au projet. Il vous interpelle, écoutez-le. Édouard Philippe, vous le savez, le port du Havre a
historiquement un rôle en termes industriels et aussi en termes énergétiques. Et avec le projet de terminal méthanier offshore provisoire, il y a là un choix stratégique qui interroge d'abord du fait du gaz, du type de gaz qui va être importé, qui va être en grande partie du gaz de schiste avec un coût environnemental redoutable, mais c'est aussi avoir une infrastructure sur le territoire du port du Havre, un peu éloigné, mais qui va impacter le site du port du Havre sur une activité qui n'est pas orientée vers les enjeux du XXIe siècle. Et donc, je voulais savoir pourquoi vous sembliez favorable à ce terminal méthanier qui va répondre ni à des besoins conjoncturels, ni à des besoins de long terme, ni à des problématiques au niveau global, ni à des problématiques au niveau local. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez, si vous l'êtes, avocat de ce projet de terminal méthanier sur le site du port du Havre? Qu'est-ce que vous répondez à David Cormand, Édouard Philippe? D'abord que le projet en question, ce n'est pas un projet havrais. Ce n'est pas un projet du maire du Havre. C'est un projet qui a été recommandé par l'État face à une situation... Qui concerne votre territoire. Oui, mais qui concerne la France. Et ça se passe au Havre, mais ça concerne la France. Parce que la question, c'est est-ce qu'on s'organise pour lutter contre l'hypothèse d'une pénurie de gaz en France l'hiver prochain? C'est ça le sujet. Alors on peut dire tout va bien, regardez, on n'a pas de problème de gaz. Mais enfin, si l'année prochaine les tensions dans l'approvisionnement en gaz continuent, parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie continue, et franchement, quand je regarde l'actualité internationale, tout laisse à penser que ça ne va pas s'arrêter rapidement. Bon, ça peut être utile pour tous ceux qui ont besoin d'énergie, d'être certain que l'année prochaine et l'année suivante, on pourra se fournir en gaz dans des conditions certaines d'approvisionnement et de prix raisonnables. Et donc, qu'ont fait les pouvoirs publics? Ils se sont dit, si on veut garantir l'accès au gaz en France dans une période de tension extraordinaire, il faut qu'on dote le territoire d'un instrument qui permet de faire venir et de transformer le gaz qui est liquéfié, qui est transporté liquéfié, en gaz à nouveau, si j'ose dire, gazeux, pour pouvoir l'utiliser. Bon, c'est ça l'objectif de cette installation. Et si c'est l'objectif de cette installation, il faut le placer dans un endroit où on peut l'installer dans de bonnes conditions. Il n'est pas absurde de choisir un port, puisque ça arrive par bateau. Donc il faut choisir un port. On regarde quels sont les grands ports en France qui sont capables, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a de la compétence humaine sur place, et qui se trouvent près des pipes qu'on va utiliser pour transporter le gaz. Et évidemment, on tombe sur le port du Havre. Et donc je comprends très bien que les promoteurs de ce projet se soient dit, c'est au Havre qu'il faut l'installer. Ensuite, il faut que ça se fasse dans des conditions à la fois légales et techniques, parfaitement sûr. Et ça, tout le monde le comprend. Et tout le monde y est attaché. Moi, le premier. Lorsqu'il a fallu choisir le site à l'intérieur du port du Havre, j'ai fait valoir, même si, encore une fois, c'est pas chez moi, c'est au Havre, mais c'est pas le maire du Havre qui gère le port du Havre. Mais j'ai fait valoir qu'il fallait trouver le site le plus éloigné de l'ensemble des fonctions urbaines, de façon à limiter au maximum le risque. Et c'est ce site qui a été choisi. Et ça me paraît le bon sens. Ensuite, le gouvernement a proposé un projet de loi au Parlement qu'il a adopté. Le Conseil constitutionnel a dit la loi est conforme à la Constitution et on ne pourra faire ce projet que si, en effet, vous démontrez, au moment où il se met en place, qu'il y a une tension importante ou une menace grave sur l'approvisionnement du gaz. Bon, le gouvernement, il va respecter la loi. Tout le monde va respecter la loi. Donc, si vous voulez dire, moi, je suis pas, si j'ose dire, un hystérique du gaz. Moi, j'ai fait fermer la centrale à charbon au Havre. C'est pas M. Cormand qui l'a fait fermer. C'est moi, quand j'étais Premier ministre. Et on y était attaché au Havre, à cette centrale. Elle offrait des emplois, parce que justement, elle brûlait du charbon. Et qu'on veut s'inscrire dans une logique différente pour l'avenir. Donc je partage cette logique. Mais je suis quand même obligé de reconnaître que faire en sorte que notre pays puisse avoir accès à du gaz dans de bonnes conditions dans les 2 ou 3 hivers qui viennent, c'est quand même un objectif bien. Et si on ne fait pas ça, si on ne prépare pas les choses comme ça, et que l'année prochaine, on se trouve démunis, qui viendra dire à M. Cormand qu'il avait tort? Personne. Les gens diront, mais au gouvernement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas prévu que ça puisse mal se passer? Donc je trouve que c'est assez logique de procéder ainsi, et je m'inscris dans cette logique-là. Oui.
Un projet qui va dans le sens de la transition écologique, l'usine d'éoliennes offshore Siemens Gamesa, dont la production a été lancée en mars. Est-ce que d'abord le lancement a été à la hauteur des espérances en termes de retombées sur l'emploi? On parlait de... Il a été supérieur aux espérances. On est à combien du coup? Oui, il a été supérieur aux espérances. En vérité, l'usine est montée en charge plus vite que ce qu'on pensait, et donc les recrutements ont été supérieurs à ce qu'on imaginait. Donc c'est pour. On parlait de 750 emplois, indirect et indirect. Direct, 750 emplois directs, et en réalité l'usine recrute et a recruté plus de 750 personnes. Elle doit fonctionner aujourd'hui à 900, 950, peut-être même un peu plus. Donc c'est, vous savez, pour le territoire, c'est formidable. On parlait de l'usine thermique, on a fermé l'usine thermique qui produisait de l'électricité à partir de charbon, et on a construit une usine qui emploie beaucoup plus de gens, un symbole. qui construit les éoliennes offshore, qui ensuite permettent de faire de l'électricité renouvelable. C'est ce qu'on appelle une transition industrielle. Et moi, je m'en réjouis beaucoup, et je m'en réjouis d'autant plus que tout le territoire du Havre, acteurs publics, acteurs industriels, s'est mobilisé pendant des années pour faire en sorte que ce projet puisse se faire. Donc moi, je suis ravi, c'est une excellente nouvelle pour le territoire. Et cette arrivée, elle a créé peut-être un appel d'air, ou elle va créer un appel d'air? L'idée, c'est d'attirer aussi d'autres acteurs du secteur. Mais toujours, quand vous avez une entreprise qui recrute et qui se développe, et qui est une entreprise où il y a quand même de la technologie, ça suscite forcément l'arrivée de plus petites entreprises qui se disent là, il y a des opportunités, on va pouvoir compléter. Donc ça crée une émulation, ça crée une activité qui est évidemment bonne pour la totalité du territoire. Dans cette logique de se tourner vers les énergies renouvelables, Édouard Philippe, il y a le développement d'un réseau de chaleur qui va s'étendre au Havre, et vous allez nouer d'autres partenariats nouveaux, c'est ça? Oui, vous savez, la transition écologique dont on parle, elle est souvent faite de grandes phrases, de grandes accusations aussi parfois, de postures. Et puis, le plus efficace n'est pas le plus visible, comme souvent d'ailleurs, comme souvent. Et au Havre, on développe un projet que je crois extrêmement efficace, dont je suis très fier, qui est la construction, l'agrandissement et la construction de très grands réseaux de chaleur. Ce qui permet en effet d'apporter de la chaleur dans l'ensemble des foyers, en tout cas dans un nombre déterminant de foyers. Et il se trouve qu'au Havre, on a parié et on a mis en œuvre un système qui permet de récupérer la chaleur fatale. C'est quoi la chaleur fatale? C'est la chaleur qui est produite par la zone industrielle et qui est perdue. Vous avez des industries qui fonctionnent, ça crée de la chaleur parce que vous utilisez de l'énergie, et puis cette chaleur, elle est perdue. Et l'idée, c'est de la récupérer et de la réinjecter dans des réseaux de chaleur. C'est-à-dire de récupérer quelque chose qui aurait été perdu pour faire en sorte de ne pas avoir à produire de l'énergie spécifique pour alimenter les réseaux de chaleur. Et c'est formidable en termes de transition écologique, ça pour le coup en termes de sobriété énergétique, c'est un progrès extraordinaire. Et les acteurs de la ZIP, les acteurs de la zone industrielle au portuaire, parce que chez nous on parle de ZIP, les acteurs de la zone industrielle au portuaire, ils mettent ça en œuvre. Total a décidé de rejoindre le mouvement. Ça va nous permettre, là encore, d'alimenter, c'est de l'ordre de 16 000 foyers supplémentaires, grâce à cette chaleur qui aurait été perdue sinon. Mais vous voyez, des projets comme ça, ça se voit pas, c'est pas spectaculaire. C'est des canalisations et des branchements industriels. Franchement, les gens, ils le voient pas spontanément. Les gens qui viennent au Havre, ils se disent pas, c'est ça la transition écologique. Mais ça, c'est infiniment plus vertueux, infiniment plus efficace qu'un très très grand nombre de choses dont on aime à discuter en France en les mettant, à mon avis, bien à tort, sous le label de l'écologie. Et je crois beaucoup à ça, et je pense que c'est une approche extrêmement sérieuse et extrêmement prometteuse. Allez, on passe à la troisième partie de cette émission, ce qu'on a appelé les questions cash. Une partie un peu plus personnelle, Édouard Philippe. Et d'abord, on a demandé à vos administrés ce qu'ils pensaient de leur maire. On va les écouter au micro de notre correspondant havrais, Sven Gélin, et puis on se retrouve juste après. Il y a des choses qui sont mises en place, qui ont l'air bien. Il faut voir par la suite ce que ça va donner. On ne voit pas. On ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, les journaux, quand on regarde le journal télévisé. Présent dans sa ville, il doit s'en occuper, je pense, très bien. J'étais employé municipal. Je n'ai jamais vu par rapport à son prédécesseur, M. Rouffenac, je l'ai pratiquement jamais vu à l'écoute des habitants. Il a changé complètement la ville du Havre. Il a investi tout. On est passé du communiste à la droite et donc du coup la ville elle s'est complètement transformée grâce à lui. On le voit pas beaucoup. Il va plus à des événements qui ne concernent pas ceux de, on va dire, mon milieu peut-être. C'est pas que avec le festival du goût des autres que la culture sera présente au Havre. C'est un homme qui a des qualités, mais il est extrêmement calculateur. Voilà. Bon, alors, est-ce que ça sera lui
2027, par défaut, j'espère. On entend, Édouard Philippe, que les Havrais sont plutôt fiers de leur ville qui a changé. Vous, qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? Qui me rend le plus fier au Havre, c'est le fait que, et je vais le dire de façon un peu générale, c'est le fait que la ville soit en mouvement. C'est-à-dire que il y a évidemment beaucoup de réalisations dont je suis très heureux, des transformations. On a complètement transformé le quartier Danton, par exemple, qui partait de loin. Hein. C'était un quartier dans lequel il y avait une prison, c'était très dur. C'est la prison, elle avait été installée et construite en 1860, au même moment que la prison Bonne-Nouvelle à Rouen. On a détruit la prison, on a construit des équipements publics, on a construit un jardin, du logement, du commerce. Bon, il y a encore beaucoup à faire, mais vous voyez, ces opérations de rénovation urbaine ou des politiques publiques en matière culturelle notamment, on a mis en place une grande politique du livre. Bon, tout ça, c'est des choses dont évidemment je suis fier. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est que la ville est en mouvement. C'est-à-dire que dans les quartiers, et dans tous les quartiers, il y a des projets de transformation, il y a des projets de construction, que l'image du Havre se transforme, qu'elle est devenue conformément à ce qu'on souhaitait, et qui était difficile à imaginer il y a 30 ans, je peux vous dire, ou même il y a 20 ans, ou même il y a 15 ans. Elle est devenue une destination touristique, avec des activités de service qui n'existaient pas auparavant, et qui se développent considérablement. Des hôtels qui s'ouvrent chaque année. Donc ça, cette ville en mouvement, cette transformation continue, encore une fois, pas parfaite, parce que c'est jamais parfait. Quand vous êtes maire, vous renoncez à la perfection. Vous savez que tout le monde ne sera pas d'accord, vous savez que tout le monde ne vous aimera pas, et vous savez que vous ne ferez pas tout parfaitement. Mais si vous arrivez à mettre votre ville en mouvement et à la transformer dans la durée, alors c'est formidable. On entend aussi certains qui disent que vous n'êtes pas souvent au Havre. Concrètement, votre agenda il s'organise comment entre le Havre et vos déplacements en France pour votre parti notamment? Je souris parce que j'ai toujours respecté le même rythme. Alors, sauf pendant les 3 ans que j'étais à Matignon, où j'étais plus maire, et où, pour le coup, je suis pas venu beaucoup au Havre à ce moment-là, parce que je travaillais à Paris. Mais sinon, j'ai toujours suivi le même rythme. Et je passe, depuis 2010, c'est immuable. Je suis le lundi, le jeudi, le vendredi, le samedi au Havre, chez moi, où je travaille. Et voilà. Et quand vous êtes dans une ville de 170 000 habitants, le Havre, c'est 170 000 habitants. Quand vous êtes par ailleurs président d'une communauté urbaine qui fait 270 000 habitants, eh ben, vous n'êtes pas partout au même moment. C'est pas possible. Et donc voilà. Et je connais des gens, je respecte ça d'ailleurs, et je leur en veux absolument pas, qui multiplient les passages partout très rapides, en disant vous m'avez vu, je suis là, je suis sur la photo, je me mets en tweet. Bon, moi je fais pas ça. J'ai jamais fait ça, et j'ai pas envie de faire ça. Chacun fait comme il veut. L'important encore une fois, c'est comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on fait du Havre cette grande métropole maritime, industrielle, portuaire, touristique, qu'on souhaite construire, et qui est utile évidemment pour les Havrais et les Havraises, mais qui est un poumon économique de la Normandie, et qui est le grand port de Paris. Enfin, tout ça est extrêmement sérieux, extrêmement important. Les Havrais s'interrogent aussi sur la suite, sur votre suite, l'élection de 2027, mais avant il y a aussi 2026, les municipales. Vous serez candidat? Moi, j'ai toujours expliqué de façon très simple que pour obtenir un effet, pour faire en sorte qu'on réussisse à atteindre un objectif, il y a quelque chose d'essentiel en politique, c'est la constance et la cohérence. Si on veut obtenir des résultats, vous devez créer un état d'esprit et prendre des décisions année après année, budget après budget, qui sont cohérentes et qui sont constantes. Et cette cohérence et cette constance-là, j'y tiens absolument. J'y tiens plus que tout au Havre, parce que c'est là qu'est la raison du succès. Donc je veux qu'elle se poursuive. Et j'ai aucun problème pour le dire, je veux que ça se poursuive, je veux que ça continue. Et c'est ce que je proposerai évidemment aux Havraises et aux Havrais. Voilà. Et 2027, derrière? 2027, ce sera après 2026. Et vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Votre apparence a changé ces derniers temps. Vous vous êtes expliqué. Oui, voilà. Je me suis expliqué une fois. D'alopécie. Et ça va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les Havrais vous interpellent dessus depuis votre passage sur BFM TV? Est-ce qu'on vous en parle davantage? Vous avez reçu des témoignages? Oui, beaucoup. Beaucoup de gens qui l'ont vu et qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé que c'était bien que j'en parle. Et voilà. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de sympathie, bien sûr. Et c'est très agréable et j'en suis très heureux et très reconnaissant. Mais vous avez libéré la parole d'une certaine façon ou pas autour de ça? J'en sais rien. Écoutez, vous voyez, je l'ai dit une fois parce que j'ai expliqué une fois parce que je pensais qu'il fallait le faire. Bon, je l'ai fait une fois. On va pas passer la nuit là-dessus, hein, et donc maintenant on va passer à autre chose.
La boxe, le football, le sport, vous aimez tout ça. Le HAC, justement, a de grandes chances de remonter en Ligue 1 la saison prochaine. Prudent. Mais est-ce que ça fait partie des choses qui vous rendent fier en tant que maire aussi? Ça me rend d'abord heureux en tant que supporter. Parce que j'aime le HAC, c'est mon équipe. Bon, bref, j'aime le HAC. Et c'est vrai qu'ils font une saison, pour l'instant, parce que moi je suis plutôt du genre prudent, ils font une saison extraordinaire. Ils font une saison extraordinaire. Et ça joue bien. C'est un plaisir de les voir jouer. Ça joue vite, ça joue bien, il y a une défense de feu, il y a une attaque qui pourrait être encore un peu meilleure, mais voilà, on a un goal average incroyable, on a 8 points d'avance sur le deuxième et sur le troisième, c'est assez formidable. Bon, cela dit, le championnat n'est pas terminé, donc je pense qu'il faut garder la tête froide, se dire qu'il y a une chance sérieuse maintenant, très sérieuse, de jouer la montée, il faut la jouer à fond. Et alors vraiment, j'ai l'impression que tout le monde est assez déterminé à la jouer à fond. C'est comme une élection finalement, rien n'est joué avant. Jamais. Dans la vie, rien n'est jamais vraiment joué avant. Donc en général, quand on fait comme si les choses allaient bien se passer parce que ce serait facile, on s'expose à des mauvaises surprises. Donc je pense que toute l'équipe et tout le staff sont extrêmement concentrés, extrêmement déterminés. Mais c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Et c'est vrai qu'au Havre, les gens qui aiment le foot, il y a plein de gens qui n'aiment pas le foot et ils ont bien le droit. Franchement, je les comprends aussi. Mais les gens qui aiment le foot, ils s'en parlent. C'est un plaisir d'aller au stade. Il y a évidemment plus de monde qui vient du coup. Merveilleux. Merci beaucoup Édouard Philippe d'avoir été notre invité, d'avoir donc inauguré cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site et sur l'application. On se retrouve le 23 février pour le prochain numéro de Normandie Politique, émission consacrée à l'agriculture à quelques jours du salon qui s'ouvrira à Paris. Restez avec nous, l'information continue sur BFM Normandie.